Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents. Oui, sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant quand je suis en direct. Merci à vous tous qui faites l'effort de commenter dans le respect comme vous le faites si bien délicatement avec vos messages très enrichissants. On a toujours du plaisir à les lire et à découvrir les pensées différentes des personnes avec qui on communique et on partage la team. Merci à vous tous qui faites partie de la team Kabibi Show, de vous qui êtes là, qui la faites vivre par votre présence dans les lives, dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant. N'hésitez donc pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager votre histoire. Même si vous pensez qu'elle est juste petite et banale, elle peut toujours enrichir une personne quelque part dans le coin du monde perdu. Nous allons parler d'une histoire aujourd'hui. Une histoire particulière, une histoire d'un monsieur. Ce monsieur partage son histoire parce qu'il a écrit un livre qui parle du caractère, du développement du caractère d'un homme. Ça veut dire de passer d'homme à homme, de passer des garçons à homme peut-être. Il a dit d'homme à homme, ça veut dire d'homme qui rêve et d'homme qui devient responsable. Pourquoi il en est arrivé là? Pourquoi il a écrit ce livre? Il partage son histoire, il dit ceci. Ce monsieur s'appelle Don. Don, c'est un nom anglophone, comme vous pouvez bien l'entendre. Il est kenyan. Il est kenyan, mais il a une histoire particulière. Il dit il est né au Kenya d'une famille chrétienne. Une grande famille. En tout cas, une famille où les parents les avaient marqués par leur façon de vivre. Leur façon de s'aimer, leur façon de se comprendre. Il dit, lui, il était toujours impressionné que son père amenait des fleurs à sa maman. Aujourd'hui, ses parents, son père a 85 ans, sa mère a 80 ans. Donc, ça veut dire que quand ils étaient parents, là, qu'ils avaient des 30-40 ans, dans la culture africaine, on donne l'argent. Nous, on aime l'argent. On donne l'argent aux femmes. On ne donne pas des fleurs aux femmes. Mais lui, il ramenait des fleurs à leur maman. Donc, c'était même un client rare. Vous voyez, dans les belles boutiques du Kenya, là où il allait acheter les fleurs, les gens s'étonnaient. Parce que c'était les expatriés qui allaient acheter là-bas, ou les bons tontons qui achetaient les fleurs, soit pour leurs femmes, soit pour leurs chéris les jours de Saint-Valentin. Les fleurs se vendaient occasionnellement. Mais eux, ils voyaient leur papa ramener des fleurs à leur maman. Ça les marquait, ça les impressionnait. Quand il y avait des visiteurs, ils s'étonnaient, même votre papa, là, il est normal ou quoi? Il ramène des fleurs à votre maman. Ils n'ont jamais vécu à l'Occident. Leur maman, elle aimait ça. Mais il dit, par contre, elle ne lui ramenait pas toujours des fleurs pour mettre dans le vase sur la table. Non, il lui ramenait parfois des plantes. Donc elle plantait, dit, chez nous c'était fleuri, chez nous c'était beau. Maman avait des fleurs en pente, maman avait des fleurs dans des bacs. Donc, et ces fleurs-là, c'est papa qui les achetait. Ça l'avait marqué. Il se disait, dans sa vie, en tout cas, il doit avoir la vie comme son papa. Et des deux, il aimait beaucoup la série ici, Prince of Bel-Air. La série Prince de Bel-Air en français qui passait sur les chaînes télévision avec Will Smith. Vous connaissez l'acteur Will Smith? Il avait une série qu'il faisait quand il était jeune là. Il dit, lui vraiment, il pouvait regarder le même film 2 fois. 3 fois, il va retenir tout, fait et geste. Il aimait beaucoup Will Smith. Il dit la maison de Will Smith là, c'était la maison de ses rêves. Vous voyez la maison du film. Il disait, moi dans ma vie, vous connaissez l'escalier où la petite soeur là descendait souvent. Ou bien lui-même, Will Smith, il sautait. Vous êtes là, vous connaissez bien le film. Donc, c'était son rêve. Il voulait vivre comme ça. Il se disait, my life, ça sera in America. Moi, je vais faire ma vie aux États-Unis. Ma vie sera comme ça, avec ma femme à qui je vais acheter les fleurs. C'était ça les plans et les projets de sa vie. Comme ses parents avaient quand même des moyens, il était capable de les envoyer aux États-Unis. Comme ils savaient que son fils Don, son rêve était d'aller aux États-Unis, vous savez, il y a des parents qui comprennent les enfants et les accompagnent dans leurs rêves. Parce qu'il y a des gens qui ont des rêves qui sont en fait des visions.
Depuis l'enfance, il sait qu'il doit faire ça. Donc, il ne faut pas le combattre, il ne faut pas se mettre sur la voie. Le papa avait les moyens, il a dit pourquoi pas. On va te chercher l'inscription à l'université. Si tu arrives à avoir le visa d'études, au moins tu pars dans la voie officielle. Mais te prendre comme ça, te jeter aux États-Unis à l'aventure, ce n'est pas ma vision. Moi, ma vision, mes enfants vont à l'université ici, au Kenya. Si toi, tu vas aller aux États-Unis, démerde-toi. Il a tout fait, il a cherché les inscriptions, il a cherché, il a trouvé dans une université. Après le baccalauréat, bien sûr. Il a chômé 2 ans chez eux. Il a trouvé l'université pour aller étudier. Le papa a mis les jeux, les moyens en jeu, tout ça. Il a payé les billets, l'université, les logements et tout. L'enfant est parti. Quand il arrive aux États-Unis, il commence à étudier. Il étudie, mais il sait que comme je suis là, j'ai le visa d'études. Je dois faire les jobs à côté. Il a toujours fait les jobs. Il s'est intégré. Il a passé le permis. Il a fait tout ce que quelqu'un peut faire parce qu'il avait un rêve. Mais il dit par contre, il était très croyant. Il a rencontré une fille à l'église qui s'appelait Rebecca. Il a commencé à fréquenter Rebecca. Quand quelqu'un est ta copine, tu lui dis la vérité. Rebecca, elle était venue là-bas avec ses parents, très jeunes. Rebecca était américaine quand il avait rencontré parce que les parents ont eu le temps de bien s'installer, faire les papiers, donner les papiers à tous les enfants. Les enfants ont eu les nationalités et tout ce que vous voulez. C'était une famille bien assise dans la ville où ils vivaient. Donc avec Rebecca, ils se mettent ensemble et commencent à se fréquenter. La fille était partante. Mais les parents savaient que lui, il faisait les études. Il avait le visa d'études. Vous voyez les parents malins là qui font les longs calculs. Ça veut dire que le garçon, si son visa termine, il va faire quoi? Que Rebecca lui donne les papiers. On ne veut pas ces histoires-là. Maman, tu ne vas pas manger frère en Christ. Hein? Tu vas lui donner les papiers comme ça parce qu'il avait laissé une fiancée au Kenya. Tu vas chercher un mari qui est comme toi. Il y a les enfants qui sont nés aux États-Unis ici. Il y a les enfants qui sont venus bébés comme toi. Tu vas te marier avec... Il y a aussi les Américains. Est-ce qu'on a un problème avec les Américains? Pourquoi tu vas te marier à quelqu'un qui est venu grand comme ça, il est arrivé en Europe, aux États-Unis à 20 ans, maintenant il va venir t'épouser. Il te suit parce que tu es américaine. À l'église, il y a beaucoup de filles comme lui qui n'ont pas de papiers. Il ne les a pas vues. La sœur Alice, là, est-ce qu'elle est moche? La sœur Mélissa, est-ce qu'elle est moche? Ils ne sont pas moches. Il te suit, c'est les papiers. Tu es en train de chercher où mettre la tête. Les parents ont dit non. Il dit, il savait déjà que les parents de Rebecca ne voulaient pas. Mais Rebecca, elle était partagée. Elle ne savait pas si elle voulait ou pas. Elle ne savait pas. Donc, les frères insistent. Lui, il aimait Rebecca. Sincèrement, naturellement. Il a dit, il s'est soumis comme ça à Rebecca, peut-être pendant 6 ans. Il dit, imaginez, j'arrivais à avoir mon visa d'études, j'étais toujours là, j'étais actif. Mais aux États-Unis, les États-Unis, c'est ouvert à tout le monde. Donc, même quand tu es étudiant et que tu arrives à faire un travail, à prouver que tu as de l'argent et tout ça, si tu veux faire un prêt bancaire, genre acheter une maison, on va te vendre la maison. J'avais tout. Seulement, j'avais le visa d'études. Notre papa ici, il a fait 12 ans aux États-Unis. Pendant ces 12 ans-là, la 11e année, il a décidé d'acheter une maison. La maison de ses rêves. La maison que je vais vous mettre là. C'est la maison qu'il avait achetée. Donc, quand il a acheté la maison, c'est à crédit, bien sûr. Lui, il s'est dit, ce sont des points forts aussi qui vont arranger son dossier que, vu qu'il avait déjà pris toute qualité de visa d'études, c'était arrivé à épuisement. Il n'y avait plus une autre formule pour prendre les visas d'études. Il savait que ça allait arriver à la fin. Il a dit, j'achète la maison, comme ça on va voir que je suis propriétaire, que sur le territoire j'ai un bien. Ça peut faciliter ma demande des papiers, peut-être des résidences. En plus, si je me marie avec Rebecca, ça va faire le poids. Ça va quand même me faire rester aux États-Unis, maman. Tu as déjà vu l'argent, les dollars. Pendant 12 ans, c'est toi qui vas dire que je rentre en Afrique, tu vas chercher quoi? Tu es déjà déconnecté. Tu es arrivé à 20 ans. Tu es à 32 ans. On va te dire qu'il rentre en Afrique. C'est pas correct. Donc lui aussi, il ne voulait pas rentrer. Mais il connaissait très bien sa situation. Il dit, quand son visa est terminé, il venait d'acheter sa maison. Donc il voulait se lancer maintenant dans les travaux. Bien sûr qu'il n'a pas acheté une maison neuve, il n'avait pas l'argent. Pas assez d'argent. Son argent, il a arrivé à travailler à côté en dehors des études. Donc maintenant, lui s'était dit, il va se lancer dans les travaux avec ses amis et tout ça, forcé. Au moins, les parents de Rebecca verront que c'est un garçon courageux qui a des ambitions. Regardez même une maison. Les parents avaient déjà dit non. Mais il ne comprend pas pourquoi Rebecca fait avec lui 6 ans. Lui aussi, il ne comprend pas. Donc, du coup, quand lui dit à Rebecca que maintenant, je vais te demander la main, il faut que les parents, vraiment, on s'organise, qu'on vienne voir tes parents et tout ça. Rebecca vient lui dire que mes parents ont dit non. Ils sont restés sur leur position. Il dit, Rebecca, mais c'est toi qui vis avec moi. Toi, tu dis quoi?
On est bien comme ça. Il dit, mais tu peux pas dire qu'on est bien comme ça. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des frères et sœurs. À l'église, on nous voit déjà ensemble. Je suis ton fiancé. Je me suis déjà promené avec toi partout. Donc toi, ça ne te dit rien que je ne t'épouse pas. Il dit, mais si mes parents ne veulent pas. Il dit, mais tes parents ne veulent pas, mais toi, tu veux quoi? Il dit, moi, pour le moment, je veux qu'on reste d'abord comme ça. Parce que Rebecca travaillait. Rebecca avait une voiture. Elle dit qu'elle veut qu'il reste d'abord comme ça. Il a dit, il n'a pas compris la réponse là. Rester comme ça. Ok. Moi, ton rester comme ça là ne me convient plus. Parce que toi, tu es ma fiancée, tu connais ma position. Tu sais bien que mon visa est terminé. Donc là que je te parle, je suis sans papier. Mais non, moi, je dois aussi savoir si toi, tu vas m'aider à rester aux États-Unis. Ah, donc tu vois que c'est que les parents disaient que, en fait, tu étais avec moi pour les papiers, c'est un peu vrai. Il dit, c'est pas question de c'est un peu vrai. C'est vrai que moi, j'ai envie de faire ma vie avec toi, mais c'est moi dans la vraie vie et que toi, tu as les papiers, moi, je n'en ai pas. Il a essayé de la faire réfléchir, elle a dit non. En tout cas, elle, s'il veut lui prouver son amour, ils doivent rester d'abord comme ça, que lui, il reste sans papier. Même pendant 2-3 ans, s'il continue à la suivre toujours par amour, comme il lui montre là l'amour là, elle va voir si elle va l'épouser. Il a dit, j'étais déçu parce que la fille, elle ne se rendait pas compte c'est quoi être sans papier. Ça m'a fait mal. Je lui ai dit, écoute, soit tu veux, soit tu ne veux pas. Moi, je ne veux pas faire 9 ans de fiançailles. Je ne veux pas le faire. Avant, d'accord, je comprends. J'étais aussi occupée, j'étudiais. Maintenant, j'ai fini, j'ai un diplôme, seulement je n'ai pas les papiers. Si j'ai les papiers, je peux avoir un bon travail aux États-Unis. La fille n'avait pas de position. Finalement, elle est partie lui dire qu'elle a réfléchi, elle a vu que si lui ne veut pas attendre 2-3 ans, c'est mieux qu'il cherche quelqu'un d'autre. Ça l'a déçu, ça l'a brisé, ça lui a fait très mal. Donc, il était perdu. Il était vraiment perdu. Il n'en pouvait plus. Il a déprimé. Il n'arrivait plus à aller à l'église là parce que Rebecca et ses parents sont bien plantés dans l'église. Ils sont vraiment des frères et sœurs vraiment présents dans l'église, mais qui ont un mauvais cœur, qui ne veulent pas aider les frères. Il n'avait plus le courage d'aller là-bas. Il ne partait plus à l'église. Il était découragé. Il restait un peu à la maison. Il a cherché un job là au noir qui le faisait travailler le week-end. Il a dit, bon, comme je suis sans papier, il faut amasser l'argent au maximum parce qu'on ne sait jamais. Je ne pars plus à l'université, donc j'ai beaucoup de temps. Il a commencé à travailler toute la journée, toute la nuit, toute la journée, toute la nuit pour avoir beaucoup d'argent et taper sa maison. Donc, il s'est concentré un peu dans autre chose. Un jour, il est parti faire un job. Un job, il y avait une conférence. La conférence, là, c'était des gens, hein, des bonnes sociétés. Voyez. Donc, lui, on l'a appelé là pour venir faire les jobs. Genre, vous voyez, peut-être sécurité ou bien des choses comme ça. Les gens terminent la conférence, les gens sortent et tout ça. Après, les gens, quand ils sortent, par respect, ils te disent bonjour, 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 bonjour. Ah, il a vu une dame là qui a dit aussi bonjour, bonjour. Elle a regardé. Elle a vu que c'est un Africain. Elle lui a demandé, vous êtes de quel pays? Elle lui dit, pourquoi? Je suis un Américain. Elle a rigolé, elle dit, ah, un Américain comme ça. Elle dit, oui, je suis un Américain, ça ne va pas que je suis un Américain. Non, j'ai demandé seulement. Elle a dit, non, moi je suis du Kenya. Et toi? Elle a dit, c'est pas vrai. Elle dit, si, je suis du Kenya. Elle dit, moi aussi, je suis du Kenya. Hi, hi. Moi, je m'appelle Cynthia. Ok, enchantée, moi, je m'appelle Don. Oh, toi, tu travailles ici? Elle a dit, non, je ne travaille pas ici. J'ai fait un petit remplacement vite fait. Toi-même, tu connais. Hein? Elle dit, ah, c'est bien, c'est courageux. Moi, quand je vois un Africain qui vient dans des milieux comme ça, parce que c'était une grosse conférence, dans des milieux comme ça, je suis toujours impressionnée. Excuse-moi. C'est pour ça que je t'ai demandé. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que je ne suis pas seule, quoi. Je ne suis pas perdue. Il a dit, ah, ici on n'est pas perdu, ici on est chez nous. C'est déjà chez nous. Nous sommes des Kenyans d'origine, mais c'est chez nous. Ils ont rigolé. Il a dit, ok, la conférence s'est bien passée. Oui, ça s'est bien passé et tout ça. Là, demain encore, on a une autre séance. Et puis, c'est bon et tout ça. Moi, de toute façon, je suis pour le moment à l'hôtel parce que j'habite à Ohio. Ok, ok. Elle est partie. Le lendemain, il est venu toujours planter là-bas faire sécurité. Ils sont venus encore, ils ont fait la conférence. Quand ils ont terminé, dans son cœur, il a dit, hé, la fille, elle est bien. C'est une Kenyane en plus. Ah, maman, elle habite à Ohio. Demain, comme c'est les derniers jours, et pour elle et pour moi, je vais essayer de l'inviter. C'est un garçon, non? Il n'a pas de fiancée. Si. La fiancée l'a déjà jetée. Donc demain, il part vraiment avec l'intention de je vais calculer Cynthia. Il dit, quand il avait calculé là, c'est parce qu'il était stressé. Rebecca l'avait déjà jeté. Cynthia aussi termine la conférence. Aïe, aïe, en tout cas, ça a été, nous on a fini, et tout, et tout. En tout cas, il dit, ah, Cynthia,
Je ne peux pas t'offrir un verre. Il dit, comment ça m'offrir un verre? Il dit, oh, mais où vous avez fini? Quand vous avez fini là, nous on va seulement fermer. Là, dans 45 minutes, moi aussi j'ai fini. Je vais partir. On était vraiment venus que pour votre conférence. Elle dit, ouais, tu peux m'offrir un verre, mais il ne faut pas que ça mette du temps parce que moi, je rentre chez moi à Ohio ce soir. L'hôtel, c'était seulement un jour. Il dit, c'est pas grave, moi j'ai la voiture, je peux conduire. Parce que là, elle habitait, et Ohio, c'était à peu près 1h30 de route. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Cynthia l'a attendu. Elle a attendu, il a fermé, papa, rapport terminé, que j'ai fini mon travail, prends ton chèque, basta. Ok, il est sorti, il s'est changé, il s'est bien habillé. Ils sont descendus avec Cynthia. Il a dit, je t'invite, on va boire un verre. Ils sont allés boire un verre, un Fanta, une jus là-bas. Ils ont causé avec Cynthia. Cynthia dit, ok, quand ils ont commencé à parler, elle lui a dit qu'elle était aussi chrétienne, qu'elle était croyante. Maintenant, l'église où Cynthia priait, ça s'appelle World Harvest Church. C'était une église très connue, en tout cas, pas très connue, mais lui, il avait entendu parler de cette église-là, de ce pasteur-là, Harvest. Il dit, ah, tu pries chez Harvest? Oui, j'ai pris là-bas et tout ça. Il dit, waouh, c'est une église dont j'ai entendu parler, ça, des bons témoignages et tout ça. Je ne l'ai jamais vu. Apparemment, c'est très imposant, c'est bien, c'est beau. Elle a rigolé, elle a dit, oui, c'est notre église. C'est là-bas que moi, j'ai pris. C'est seulement, comme tu as entendu, il y a un bon retour, il y a des très bons témoignages là-bas. Il dit, ah, c'est très bien. Ça m'aurait fait plaisir de voir l'église là une fois. Tu sais que moi, j'habite ici, mais je n'ai jamais été à Ohio parce que je ne connais personne là-bas. Ah bon, ah bon. Mais si tu veux, je peux t'amener à l'église, tu la vois avant de me déposer chez moi. Ok, ok. Ils ont terminé de bavarder, ils sont montés dans la voiture. Il a conduit 1h30. Jusqu'à là-bas, ils sont partis d'abord à l'église où Cynthia priait. Il est descendu tellement qu'il était content. Il a fait cette photo ici. Il a fait la photo devant l'église pour immortaliser les moments que je suis arrivé vraiment à l'église dont j'entendais les paroles, les témoignages. Elle lui a fait la photo. Quand ils ont terminé, elle lui a dit que est-ce qu'on peut passer au supermarché? Je vais faire des petites courses. Comme ça, on va faire un petit truc à la maison vite fait. Tu vois bien que j'ai fait 2 jours là-bas dans ta ville. Je n'ai pas grand-chose à la maison. Elle dit non, moi je vais seulement te déposer, je n'ai pas fait. Elle dit non, non, non. Tu as quand même conduit 1h30. Moi, ça ne me dérange pas. On partage un petit. Il dit, tu vois les femmes, hein, elle voulait seulement me montrer qu'elle s'est préparée. Bon, elle avait déjà compris que je m'intéressais à elle. Je l'ai amenée au supermarché, elle a fait les courses et tout ça. Je suis arrivée, quand elle arrive à la caisse, elle était cadre, tu vois un peu le niveau de conférence qu'elle faisait. Elle arrive à la caisse, j'ai dit non, 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 je paye. Oh non, on a commencé à discuter à la caisse, j'ai dit non, 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 je paye. J'ai payé pour elle. Elle n'avait pas pris beaucoup de choses, tu vois, c'était des choses pour faire un vite fait. J'ai payé pour elle, on est entré dans la voiture et tout ça, on est parti. Alors que, quand elle était entrée, quand elle tournait, tu vois les femmes quand elles vont faire les courses, elles tournent beaucoup dans les rayons. Quand elle était entrée, elle m'avait dit de l'attendre. Moi, j'étais allée, il y avait un fleuriste. Je suis partie, j'ai acheté juste un petit bouquet de fleurs, j'ai mis dans mon coffre. Elle ne savait pas. J'ai payé les courses, on est descendu, on est parti. Quand on arrive chez elle, elle prend son sac, elle descend. Moi aussi, c'est ma voiture. Je descends, je prends ma fleur, je cache derrière. Je fais seulement comme papa faisait. On arrive là-bas, on monte et tout et tout. Quand elle ouvre sa maison, oh, welcome, tu peux entrer. Elle voit seulement, je sors la main, je lui sors un bouquet de fleurs. Elle est restée bouche bée. Ah, où est-ce que tu as eu ça? Et tout ça, elle a dit, oh, chacun a fait ses courses. Toi, tu as fait tes courses de la viande. Moi, j'ai fait les courses du bouquet de fleurs. Elle était moi. Elle dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas vrai. En tout cas, tu es grave, tu es malin, toi. Elle était très contente. Oh, merci, vraiment. Câlin, câlin. La fille, il dit, tu vois que la fille, elle était perdue. Elle était paniquée. Elle a dit, les gars, ah, il faut savoir traiter les femmes. La fille, on est entrée. Elle a fabriqué la nourriture là-bas. Papa, fais vite, vite, vite. Parce qu'elle savait que je dois me taper la route. Je suis restée là-bas. On est resté tranquille jusqu'au soir, 19h et tout ça. J'ai mangé, j'ai bu. Voilà, ma soeur. Moi, je rentre, j'ai vu chez toi. À la prochaine, gardons les contacts. C'est comme ça qu'on s'échange bien les numéros maintenant. Je démarre. Il dit, depuis que j'avais démarré chez elle, j'ai conduit jusque chez moi avec elle au téléphone. La fille n'arrivait plus à couper le téléphone. On a bavardé, parlé. Elle m'a accompagnée sur la route jusqu'à destination. Quand j'arrive à destination, je coupe le téléphone, demain. Quand je me réveille le lendemain, je sors comme ça de chez moi, première course que je pars pour faire comme ça, boum, embuscade. Je tombe comme ça, face à face avec la police. Oh, nous sommes en train de faire la patrouille et tout, contrôle d'identité, tout ça, présentez-vous. Ah! Je sors le passeport avec le permis de conduire et regarde, oui, l'identité. On va dire l'identité. Quelle identité? Quel visa?
Quel permis de stay? Quel permis de séjour? Il n'y a pas de permis de séjour. Monsieur, donc vous vous promenez comme ça aux États-Unis. Ici, c'est le village de votre grand-père. Allez, descendez de la voiture. Oh, c'est-à-dire que, oh, allez, menotez, cracas, monte dans les camions. La police a pris la voiture, a conduit pour lui jusqu'au bureau de police. Où sont tes papiers? Au moins, c'est-à-dire que les papiers, quand c'était monté, quand c'était descendu, ça veut dire que j'attends les courriers, j'avais écrit comme si on m'a répondu. Maintenant, j'ai pris l'avocat. Maintenant, vous connaissez un peu ce genre d'explication-là. Ah bon? C'est ça ton cas? Est-ce que tu as quelqu'un appelé? Oh, quelqu'un comme quoi? Quelqu'un comme qui? Quelqu'un comme comment? Quelqu'un à qui on va remettre les clés de ta voiture pour qu'il aille garer ça là-bas. Parce que si chez nous, au parking de la police, on n'a pas de parking pour vous. Il n'y a personne qui viendra prendre la voiture pour aller déposer chez toi. Tu cherches quelqu'un pour venir prendre ta voiture. Toi, tu vas rester ici. Et il a appelé ses amis. Un ami est venu là-bas à la police. Oh mon frère, on fait comment? Oh, on va prendre l'avocat. Oh, chercher l'avocat et tout ça. Il a passé la nuit à la police. Seulement comme il était sorti le matin. Depuis le matin, il n'avait pas parlé avec Cynthia. Cynthia, il a parlé avec elle toute la nuit jusqu'à la maison. Il est resté à la police. L'ami est parti chercher les avocats le temps qu'on écrive des courriers. Allez, transfert là-bas. Chez les gens qui sont en attendant. On l'a transféré. Il est arrivé d'abord, photo, krakaka, tournée, krakaka, numéro 12-17. Va là-bas, va t'asseoir. Tu deviens comme un prisonnier. Tu n'es pas encore prisonnier. Ok, on commence à étudier ton dossier. Là, on va étudier ton dossier là-bas. Tu es dans une prison là en attendant. Tu vas faire presque 1 mois. Dehors là-bas, on commence à chercher l'avocat, on commence à écrire. Mais l'avocat va écrire quoi? Tu étais là aux États-Unis, ça fait 12 ans. Pour étudier. Ton visa déjà fini, ça fait 1 an. Tu es encore sur le territoire américain, tu cherches quoi? Même l'avocat, il va écrire que quoi? Oh, il a la maison, c'est-à-dire que maintenant et tout ça. L'avocat a écrit ce qu'il pouvait. C'est tombé dans les mains d'un juge. Il dit à cette époque-là, c'était à l'époque où Obama devait passer président. C'est tombé dans les mains d'un juge, comme en plus il y avait les troubles là, il y avait les gens contre Obama et tout ça. Imagine en plus, lui, il est quoi? Kenyan. Le juge a tapé, pas retour au pays. On l'a pris, on l'a mis là-bas, on l'a chargé là-bas, là où il y avait les gens qu'on doit rapatrier. Il dit, c'est la prison. C'est la prison, mais ce n'est pas la prison pour les gens qu'on va rapatrier. Chacun a son cas, c'est la prison. Donc, tu arrives là-bas, tu ne sais pas quel jour on viendra te ramasser. C'est quand il est parti maintenant là-bas, quand on lui dit maintenant qu'on lui confirme que tu vas rentrer au pays. C'est quand il part dans la grande prison qu'il a demandé si on pouvait voir dans son téléphone les numéros de Cynthia. On lui a dit, ton téléphone, on va te les donner pour prendre l'avion, rentrer avec au Kenya. Mais par contre, tu peux écrire un mail, tu peux écrire une lettre et tout ça. Il a fait quoi? Vu qu'il avait mis les GPS dans sa voiture, c'est lui qui avait conduit chez Cynthia. Il avait l'adresse de Cynthia dans la tête. Il a écrit une lettre à Cynthia pour lui dire que tu vois comme j'ai disparu là, ce n'est pas que je suis moins sérieux. C'est qu'on m'a déjà arrêté. Tu vois la nuit là quand je t'avais déposé. Le lendemain, maman, on m'a ramassé sur la route. On m'a amené ici. Il a donné l'adresse à Cynthia de la police, enfin de la prison où on est parti le mettre. La lettre est partie, c'est quand même des États-Unis. Il dit 2 jours après, Cynthia lui a écrit en recommandé. Il a vu seulement papa, elle lui a répondu. Coucou, ça va, donne et tout ça, je m'inquiétais, je me demandais ce qui s'était passé, patati patata. En tout cas, il n'avait pas droit à faire des mails, mais tu avais droit à écrire une lettre. Comme c'est quand même quelqu'un qui avait un peu d'argent dans ses comptes, il avait l'argent pour des petits besoins et tout et tout. Il dit, quand tu es en prison, c'est quand tu vois que ton monde se referme comme ça. C'est quand tu comprends qui sont tes gens et qui ne sont pas tes gens. Qui peut s'élever pour toi et qui s'en fout de ton sort. Tu verras que dans tes 400 contacts qui sont dans ton portable, hein, peut-être 3 ont ton souci. 3 s'inquiètent pour toi. 3 amis ont le temps de penser, même chercher même à te téléphoner. T'écrire même un courrier. Les élections chauffaient là-bas dehors les choses de Obama. Lui, il était en prison. Il dit, cette fille-là l'a marqué. Cette fille-là lui a écrit une lettre tous les jours. Donc, quand il est dans la chambre là des prisons, quand on vient avec les courriers, les journaux, tout pour les gens qui aiment les journaux, lui, il attend la lettre. Et effectivement, tous les jours, elle lui écrivait une lettre. Une lettre de réconfort, une lettre de versets bibliques, une lettre que aujourd'hui j'ai pensé à Jérémie 10:9, aujourd'hui j'ai pensé à Actes comme si, et je te réconforte avec telle parole. Il dit, le premier jour qu'on était sortis, on avait mis un verre et tout ça, on s'était plu mutuellement. Je lui avais donné un bouquet de fleurs, mais je ne lui avais pas fait des avances, je ne l'avais pas dragué. Je n'avais rien dit, j'avais les soucis de Rebecca, je n'avais rien dit.
Donc, elle a commencé à m'écrire. Ce n'était pas des lettres d'amour, c'était des lettres d'amitié, d'encouragement. Il dit, mais tous les jours, j'ai fait 11 mois de prison. J'avais une pile de lettres comme ça. La fille là m'écrivait tous les jours. Et c'était tellement important pour moi. Et c'était comme si je voyais quelqu'un tous les jours de ma vie. C'était une fille que j'avais vue 2 fois dans ma vie. Le premier jour, elle sortait de la conférence, elle m'a dit bonjour. Le deuxième jour, on a bu le coca, elle est allée chez elle. Point. Point, c'est tout. Elle m'a écrit comme ça. Elle dit, quand tu es en prison et qu'on va te refouler, on ne va pas te dire que comme tu es là, on va te refouler jeudi, hein, après toi. Non. Parce que si on te dit, tu peux te faire du mal. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on veut les refouler, ils ne veulent pas. Il dit, lui, il était fatigué de se battre. D'ailleurs, là, il n'y avait plus moyen de rien faire. L'avocat, là, il n'y avait plus moyen d'écrire. Il n'y avait rien, il savait qu'il allait rentrer. Donc, il commençait à se préparer psychologiquement. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer et tout ça, en sachant que tout ça, dans sa famille, on ne sait pas que lui, il est arrêté, on va les refouler. Ils ont vu seulement quelqu'un a disparu. La personne a disparu, il ne vous écrit plus. Les parents là-bas commencent à s'inquiéter. Lui, il est en prison. Un matin, il s'est réveillé comme ça. Pan, numéro 17, con, ferme tes affaires, c'est le départ et tout ça. En fait, le jour qu'on va te refouler, tu ne sais pas si c'est le matin, si c'est à midi, si c'est l'après-midi. On vient seulement te toquer. Allez, emballe tes affaires, c'est le départ, c'est le grand départ pour toi. Voilà, ta misère est finie. Donc là, tu vas repartir chez toi, tu vas aller vivre la vraie vie et tout ça, c'est fini ici, les 4 murs et tout et tout et tout. Bon, tu fais quoi? Tu fermes tes affaires, ton petit sac de prison, tu sors. Quand tu arrives dehors là-bas, on te remet tes habits qu'on t'avait arrêté avec. Si tu as grossi en prison, c'est ton problème. Tes vêtements ne vont pas te convenir. On te remet ton sac et tout. Il n'y a personne qui va aller te chercher la valise. Si tu avais les gens que tu peux appeler là-bas parce qu'on te rend ton téléphone pour qu'ils t'amènent tes valises à l'aéroport, s'ils vont être rapides de t'amener ta valise avant que tu montes dans l'avion. Parce que quand tu quittes la prison, tu ne sais pas quel vol tu vas prendre. Toi, tu es seulement au maître des policiers. On te donne 2 géants costauds baraqués comme ça, qui peuvent s'asseoir sur ta tête pour qu'ils t'accompagnent. À les menottes, cracas, comme un voleur. Il dit, mais même si vous ne me mettez pas les menottes, je vais seulement rentrer. Il dit, non, c'est la loi, tu dois partir comme ça. Tu vas t'asseoir même dans la voiture des polices menottée. On va te rouler comme ça, jusqu'à l'aéroport. Quand tu arrives à l'aéroport, il dit, la honte est que on ne va même pas te faire passer derrière sur les tarmacs. Non. On va te faire passer partout où les gens font les check-in. On va te faire passer là-bas. Maintenant, les gens voient seulement, tu es menotté, tu es en train de marcher avec 2 militaires. 2 castards. Tu es menotté. Tu vois là où les bagages font pom, 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 pom. Toi aussi, tu vas passer là-bas. Maintenant, avec tes chaînes et tes menottes là, tu vas sonner pion, pion, pion. Et les gens disent, ah oui, c'est lui, c'est lui. Il dit, la honte. Les gens te regardent, oh, tu ressembles à un criminel parce que ce n'est pas écrit sur ta tête refoulée. On te voit avec 2 militaires. On croit que même tu es un voleur, un criminel, que tu as fait je ne sais pas quoi, on t'a arrêté, tu es un voleur, tu faisais passer je ne sais pas quoi la poudre. Donc personne ne connaît ton cas. C'est toi-même qui connais que tu es en train d'être refoulé. On te fait passer tout ça. On va laisser tout le monde monter dans l'avion, dans la voie normale. Toi, tu ne vas pas faire la queue. Avant que l'avion se ferme. Maintenant, eux, ils viendront avec toi. Et le pilote et les hôtesses de ce vol-là ne savent pas que dans leur vol, il y aura un refoulé. On ne leur dit jamais. Parce que beaucoup de pilotes n'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui font les troubles dans les avions. Les pilotes n'aiment pas prendre des gens comme ça. Le pilote saura seulement que les places de l'avion sont vendues. Ce vol ici, je vais prendre 200 personnes. Alors que dans les 200 personnes, 3 personnes sont là. 2, ce sont des policiers. 1, c'est un refoulé. Lui, le pilote, il ne sait pas. Donc, quand tu vas arriver là-bas, et tous ils sont surpris, et les hôtesses et les pilotes, on leur explique, quand tu montes les escaliers de l'avion, que les hôtesses ont l'air de dire non, on va voyager avec lui. Le vol que lui, il avait pris, il partait à Amsterdam. Il devait faire escale à Amsterdam, le Kenya. Donc, on leur donne la place toujours du fond et tout ça. La place qu'ils avaient réservée, c'était à la fenêtre du hublot, là, des exits. On a dit non, pas là-bas, on a changé les gens. On les a mis vers le côté de la cuisine, au fond de l'avion. Comme ça, il ne va pas faire les troubles. Il dit, de toute façon, je n'avais pas l'idée de faire les troubles. Du coup, son passeport, sans visa, on remet c'est au pilote. Parce que les hôtesses, comme elles sont dans les couloirs, tu peux les attraper, faire double pas pour prendre ton passeport. Donc, on remet le passeport, c'est au pilote qui va piloter l'avion, qui va prendre ton passeport. Les militaires là, lui donnent les passeports. Comme il travaille pour des sociétés qui travaillent avec les États-Unis, il est obligé de prendre parce que la police, c'est le gouvernement. Donc, on lui remet les passeports. On le fait monter. Maintenant, quand il est monté, c'est un avion qui partait Amsterdam, Kenya. Donc, il y a aussi quelques Noirs. Il dit parfois, ce n'est pas toi la personne refoulée qui fait les problèmes. C'est les Noirs qui sont dans l'avion là. Les Africains qui commencent à se fâcher. Oh, c'est quoi ça? Tout ça, tout ça. Il a dit,
Je les regardais seulement, moi je ne disais rien. Il y a des gens qui commencent à se fâcher, c'est inadmissible de faire voyager quelqu'un comme ça. Les Africains se sont fâchés là-bas, mais comme lui il ne disait rien, il allait dire qu'on avait déjà fait 1 an de prison. Il est parti ça assis derrière. Il a dit aux gens là, vous allez me laisser menotter comme ça. Il dit, oh oui, tu vas rester menotter comme ça jusqu'à Amsterdam. Tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Toi, tu n'es pas un client normal, même si on t'a acheté le billet normal. Et les deux policiers là, ils se sont assis là-bas. Eux aussi, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Et c'est des tickets sans consommation. Vous allez vous asseoir comme ça dans l'avion jusqu'à ce que vous allez descendre à l'escale. Quand vous arrivez à l'escale là de Amsterdam, allez, vous descendez de l'avion parce que c'est la correspondance. Les deux policiers là vont t'attendre, ta correspondance. Ils vont te faire monter dans l'avion. L'avion maintenant, Kenya Airways, qui rentre en Afrique. Là, c'est déjà votre pays, non? Quand ils te font monter dans Kenya Airways, tu t'assois. Ils t'enlèvent maintenant les menottes. Ils te donnent ton passeport. Parce que quand tu es dans l'avion, ça veut dire que tu es déjà passé au check-in. Tu n'es plus à Amsterdam. Tu n'es plus en Europe. Dans ton passeport, là, il n'y a pas de visa d'Amsterdam. Même si tu descends sur les tarmacs, tu n'es pas à Amsterdam parce que Amsterdam t'a déjà enregistré comme refoulé des États-Unis. Tu ne peux pas faire l'asile. Donc, quand tu entres dans l'avion du Kenya, ils te déménotent. Ils prennent maintenant ton passeport qu'ils ont récupéré chez les pilotes hollandais. Ils te les donnent. Tu peux les manger si tu veux, ils s'en foutent. Les deux Américains là descendent, ils partent prendre leur avion pour rentrer aux États-Unis. Tu n'as qu'à rentrer seul. Parce que quand l'avion kenyan se ferme, tu es déjà au Kenya. Destination, c'est Kenya. C'est tout. Ils partent, tu te laisses libre. Dans l'avion du Kenya, tu es libre. Tu manges, tu peux boire la bière, tu es saoulé même si tu veux. Ils n'en ont rien à foutre. Il dit, il n'avait pas de problème. Il est rentré. Il dit maintenant, quand ils arrivent, quand tu sors de l'avion, il n'y a que toi, les pilotes et les hôtesses qui savent que tu es un refoulé. Il dit, il arrive comme ça, welcome to Kenya, Ndoku karibu, et tout ça. Il dit, la façon que les gens là de l'administration l'ont reçu, tu vois, c'est les vols d'Europe. Il était soulagé. Il était content. Il a dit, tu vois, je suis arrivé, on m'avait déjà traumatisé, je voyais les menottes attachées. Maintenant, tu arrives comme ça, on te sourit, comme ça, on te dit, welcome. J'étais vraiment content. Il dit, j'ai jamais oublié le sourire du monsieur là. Welcome et tout ça. Maintenant, les messieurs regardent, comme ça, tourner les passeports. Tourner les passeports, ils voient, il n'y a pas les visas. Tourner les passeports, et puis là, regardez, là, compris, refoulé. Welcome to Kenya. Il a écrit les noms là-bas, en tout cas, mon frère, tu es la bienvenue ici, c'est la terre de tes ancêtres. Entre, tu es au Kenya. Il a dit, quand tu entres maintenant au Kenya, les gens ne savent pas que tu es refoulé. Ils te voient normal. Les gens te disent bonjour et tout ça. Il a dit, il a senti comme une paix. Il a senti un ouf. Il a vu le soleil, la chaleur du Kenya. Personne ne sait que tu es venu. Tu n'avais téléphoné personne qui viendra te chercher à l'aéroport. Tu es refoulé. Tu arrives là-bas, tu prends des taxis, ils connaissent chez eux. Il est rentré chez eux. Chez eux, tout le monde est tout. Hey, donne, hey, donne, tu es venu. Hey. Tu es venu. Il a expliqué son histoire, comment il a fait 1 an de prison et tout et tout. Il avait son portable des États-Unis, donc il avait récupéré tous ses contacts, ses numéros. Il avait ses boîtes email, ses codes et tout ça. Il s'est connecté, il a écrit aux gens, aux banques et tout ça. Et moi, comme je suis là-bas, remettez-moi mon argent, virez ça dans les comptes du Kenya et tout ça. Il a commencé ses démarches. Il a écrit à Cynthia. Il a appelé Cynthia. Cynthia, elle a pleuré. Tu es où? Je suis au Kenya. Patati patata, je suis rentrée finalement. Ils m'ont pris hier soir. Et... Ok, tu as un numéro? Non, voilà, j'ai acheté les numéros. On peut contacter, on peut patati, on peut patata. Ils ont commencé à correspondre avec Cynthia. Il dit, c'est elle qui l'appelait tous les jours. Il dit, est-ce que vous vous imaginez? Rebecca, la fille avec qui j'ai fait 6 ans, j'ai disparu pendant 1 an. On était de la même église. Je ne venais pas, on ne me voyait pas dans la circulation, personne ne m'a cherché. Parce que quand j'allumais même le téléphone là, je n'ai même pas vu des messages ou rien du tout. Ils ne m'ont jamais cherché. C'était quand même ma fiancée pendant 6 ans. J'ai regardé même les mails. Rien. Parce que tu me cherches au téléphone, tu ne me trouves pas. Tu étais ma femme. Même un mail. Même passé chez moi. La maison est restée là-bas. On lui a envoyé maintenant les photos de sa maison détériorée que l'État veut même vendre, ça veut arracher. C'est les photos qu'on vous met là, la maison pourrie, la maison s'est cassée, la maison s'est abîmée. Maintenant, lui s'est retrouvé au Kenya avec une maison qu'il venait d'acheter. Donc, il a commencé à faire les démarches pour qu'on vende la maison et tout ça. Il a dit qu'il avait 2-3 amis qui se sont levés pour lui là-bas aux États-Unis. Il les a mis en contact avec Cynthia. Il dit, tu vois, une femme, les femmes, elles sont, quand elles pensent qu'il y a son intérêt, les femmes se donnent. Il dit, Cynthia a aidé mes amis. On a rendu la maison à la banque, on a vendu, j'ai récupéré peut-être 12 000 $ dedans et tout ça. Toutes ces démarches-là pendant 1 an et demi. C'est Cynthia qui faisait ça pour moi. On s'appelait tous les soirs, cette fille-là, je ne lui avais jamais fait des avances.
Un jour, on parlait, elle me dit, oh, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas au Kenya? Elle me dit, je viendrai faire quoi au Kenya? Et je dis, mais tu viens pour moi? Elle dit, ah, moi, depuis que je suis venue aux États-Unis, je ne suis jamais rentrée au Kenya. Je dis, oui, ça sera une première fois, tu viens pour moi. Elle me dit, d'accord, si tu veux que je vienne au Kenya, je viendrai, mais je viens vraiment pour toi. Il dit, c'était comme une blague. Et en plus, c'est quand on venait de rembourser les 12 000 $ de la maison. C'était vraiment les miettes. Elle a dit, oui, elle viendra. Il a accepté, il a parlé de ses parents. De toute façon, tout le monde savait qu'il causait avec Cynthia. Il dit, il est arrivé là-bas, il ne savait pas quoi faire. Il avait quand même fait des études. Il a commencé à chercher du travail. Mais il n'était pas trop dans l'option travailler pour le Kenya. Il voulait faire un truc à lui et tout ça. Donc, Cynthia a pris l'avion. Elle est venue au Kenya. Il est parti l'accueillir à l'aéroport. Il lui a ramené un bouquet de fleurs. Il lui a ramené les donuts. Parce qu'elle lui disait souvent que, ah, je viens du travail, j'ai mangé les donuts. Je viens du travail, j'ai mangé les donuts. Il lui a acheté les donuts. Il a dit, je t'ai acheté les donuts kenyans. Ça, c'est pas donuts américains. Elle a rigolé. Il dit, tu vois, une femme, hein, il faut toucher le cœur d'une femme avec les petites choses que les femmes aiment. Il dit, cette fille-là, elle était tellement simple. Mais elle avait un très bon travail aux États-Unis. Elle gagnait bien sa vie. Imagine, tu viens de prendre quelqu'un, tu amènes les fleurs et les donuts. Tu vois, tu la perds un peu. Elle dit, toi, vraiment, tu n'as pas changé. Donc, je lui faisais seulement des choses comme ça. On l'a bien accueilli, on l'a accueilli dans ma famille. Ses parents, sa famille hein, du Kenya, ils sont venus là-bas, ils me regardaient, c'est qui. Et ils sont venus prendre leur fille. Ils voient un garçon là qui est venu. Les garçons habitent au Kenya et tout ça. Mais ils ont senti son anglais, que c'était l'anglais des États-Unis. Cynthia ne leur a jamais parlé de lui et tout ça. Bon, ils n'ont pas compris comment on vient prendre notre sœur. Il y a 2 cortèges. Finalement, ils se sont rencontrés à l'aéroport avec ses parents, ils se sont présentés. Ils ont pris Cynthia, ils sont partis avec Cynthia. Ok. Après, ils ont commencé à se fréquenter. Il dit, je l'ai fréquenté comme ça, au moins pendant 1 semaine. Et cette semaine-là qu'elle était venue au Kenya, c'était la semaine de son anniversaire. Donc, pour son anniversaire, je me suis dit, non, tu me gardes ces jours-là. Ok. Elle m'a donné les jours. J'ai dit, aujourd'hui, je fais de toi ce que je veux. Je vais t'amener où moi j'ai envie. Elle a dit, non problème. Je te suis. Je l'ai amenée, on est parti manger une glace. Elle dit, même pas les restaurants, une glace. Elle dit, il n'y a pas de souci, c'est toujours manger. On a mangé la glace, on a terminé. Je l'ai amené au cinéma. Il dit, je n'avais pas préparé mon coup correctement. J'arrive au cinéma comme ça. Les films que je pensais qu'on allait regarder étaient enlevés de la liste des films. Oh, il y avait que les films indiens. Imagine que, tellement que je ne savais plus quoi faire. Elle m'a dit, c'est pas grave, allons regarder les films indiens. On est allé regarder un film indien. On a rigolé tellement que c'était nul. C'était bête. Donc, on s'est demandé, on faisait quoi dans la salle. C'est parce que j'avais déjà payé les places. Mais ça m'a montré que c'était une femme flexible. Je dis, cette fille-ci, elle est bien. Hein? Vraiment, une fille, pour son anniversaire, elle pensait que j'allais lui emmener où je l'amène voir un film. En plus, le film, on l'a déjà enlevé. Et il y a le film indien. Elle a accepté. Une autre allait bouder. Ah, un film indien. Elle dit, ah, cette fille a beaucoup de valeurs. Il dit, ça l'avait marqué. On rigolait quand on regardait les films, mais dans mon cœur, je disais, c'est pas possible, cette fille. On a fini le film indien. Quand on a fini, on est parti maintenant dans un vrai restaurant du Kenya. Je l'ai invité, on est allé manger et tout ça. Et maintenant, en train de manger, là, c'est quand j'ai sorti la bague de fiançailles. Il dit, dans les 12 000 là qu'elle m'avait emmené des États-Unis, j'avais signé, j'avais acheté une bague à 2300 $. Pourtant, je n'avais pas l'argent. Je lui ai acheté une bague à 2300 $ au prix du Kenya. Je lui ai acheté la bague. Je lui ai présenté la bague. On était à table. Elle n'en revenait pas. J'avais dit, cette fille, si elle vient des États-Unis, je vais lui faire comme on fait les filles des États-Unis, les filles d'Europe. Je lui ai donné vraiment la bague au restaurant. Les gens du restaurant savaient tout ça. Les gens sont venus applaudir. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit oui, je lui ai mis la bague. En tout cas, ça l'a marqué. C'était le jour de son anniversaire et c'était le jour de ses fiançailles. Mais dans mon cœur, je me disais, si elle dit non, aïe, 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 ça sera la honte de ma vie. Mais tous les sacrifices qu'elle faisait pour moi, je me disais qu'elle ne va pas dire non. Donc, on s'est fiancé avec elle le jour de son anniversaire. Elle en a parlé à sa famille. Les parents, bon, ils étaient étonnés. Toi, tu habites aux États-Unis. Les garçons, là, on dirait qu'il habite ici. Maintenant, c'est comment? Et tout ça. Bon, on a dit la vérité. Elle a dit non. Il a fait 12 ans aux États-Unis. On l'a refoulé. Ses parents étaient très fâchés. Il dit, tu ne peux pas comprendre les parents africains, comment ils réagissent. En fait, quand quelqu'un n'a pas les papiers, c'est comme s'il a la gale. C'est comme s'il a l'herpès. C'est comme s'il a la peste même. C'est comme un microbe. Ils n'aiment pas avec leurs enfants à un niveau que tu te demandes, être un homme, savoir les papiers, ou être un homme, c'est être un homme comme je suis là. Ses parents se sont fâchés.
Comment toi tu as un bon travail aux États-Unis, tu vis bien, papa t'a envoyé faire des études, tu réussis dans la vie, tu viens sur un refoulé. Mais bien sûr qu'il est refoulé, il ne peut que t'aimer, il ne peut qu'investir dans toi. C'est un escroc, c'est un homme d'affaires, c'est un frappeur. Vous voyez un peu tous ces gens-là, on va t'attribuer tous les titres. Et il t'aime pour que tu les ramènes là-bas et tout ça. Sa famille était déçue et mécontente. Cynthia, elle était très étonnée. Elle a dit, le garçon ici, il a fait 1 an de prison. Il ne m'a jamais dit, quitte là où tu es. Viens m'épouser même en prison pour que je sorte de la prison. Mais ils se sont fait prise de tête. Elle est venue me dire, elle m'a dit, ne viens plus chez nous parce que chez nous ça a chauffé. Quand ils m'ont vu avec la bague ici, tout le monde a parlé. Mes parents ont une très mauvaise image de toi. Ils savent que tu es refoulé. Il dit, ça m'a vexé, ça m'a rappelé Rebecca. Je me suis dit, Seigneur, 2 fois, les femmes vont me quitter à cause des papiers. Dans mon cœur, je me suis dit, bon, cette fille-ci, je l'aime bien. Je l'aime bien pour son caractère, sa gentillesse. Elle m'a beaucoup soutenue en prison. Elle m'écrivait. Je pensais que ça pouvait marcher. Vraiment, si elle refuse, elle part. Je vais épouser une fille du Kenya. Parce que dans ma tête, je n'étais plus dans optique retourner aux États-Unis. Quand elle m'a dit ça, je dis, écoute, comme elle te parle des histoires des papiers, moi, je vais te dire, tu vois, moi, je ne suis plus disposée à rentrer aux États-Unis, commencer à attendre les papiers 4 ans. Ici, au Kenya, j'ai des opportunités de ça. Comme je te donne la bague de fiançailles là, c'est pour qu'on habite au Kenya. Maintenant, tu l'as dit oui. Alors, si tu penses que tu ne veux pas rester au Kenya, c'est pas parce que tu m'avais dit oui ces jours-là. Tu peux toujours me rendre ma bague avant de prendre ton avion et partir. Je vais te comprendre. Quand tu as quitté les États-Unis, tu ne savais pas. C'est moi qui ai projeté ça. Mais tu as peut-être dit oui parce qu'il y avait les yeux des gens, on était au restaurant. Tu connais mes projets. Tous les jours, je parle avec toi au téléphone, même depuis que tu étais aux États-Unis. Tu sais tout ce que je suis en train de faire ici au Kenya. Si ça t'intéresse, reste. Si ça ne t'intéresse pas, avant de rentrer aux États-Unis, tu me rends la bague, tu pars et je vais te comprendre. Parce que ce que tu vas me faire là, on me l'a déjà fait. Ok. Il dit, imaginez, on est resté encore 3 semaines avec Cynthia. Au Kenya, je ne savais pas si elle allait me rendre la bague ou pas. J'étais stressée. Il dit, maintenant quand je savais qu'elle devait partir, c'est quand j'ai commencé à voir que je l'aimais. J'avais mal au cœur, je me disais, ah, la fille c'est pas qu'elle va me remettre la bague. Moi aussi j'ai beaucoup parlé comme ça. Est-ce qu'on dit des choses comme ça à une fille? J'ai commencé à me remettre en question. J'étais frustrée, j'étais tout ça. Ok, les jours qu'elle va partir, elle me dit, c'est ses parents qui vont l'accompagner à l'aéroport. Donc, on ne va pas se voir. C'est comme si elle va partir vendredi. Elle me dit ça mercredi, que c'est ses parents qui vont l'amener à l'aéroport et tout. Donc, moi et elle, on va se voir jeudi soir. Ok. On dit la nuit de mercredi à jeudi. Hein, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Quand on s'est vu jeudi, elle m'a vu. Tu as la tête, les yeux bizarres comme ça. J'ai pas dormi. J'étais fatiguée, j'étais stressée. Je la regardais seulement comme ça. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non. Je sais même pas si tu parles, j'ai des soucis que bon, je ne vais pas te voir, hein, et tout ça, dit non, et tout ça, et tout, on part chez vous, je vais dire au revoir à tes parents, et tout ça, elle a dit au revoir à mes parents, et tout ça. Maintenant, quand elle a dit au revoir à mes parents, elle disait à ma mère, en tout cas, maman, ça m'a fait plaisir de te voir, j'espère qu'un jour on va encore se revoir, peut-être très bientôt, et tout ça. J'ai dit, oh, peut-être très bientôt. Donc, elle va rentrer encore au Kenya. Bon, ça m'a donné un peu l'espoir. On est resté comme ça jusqu'au soir, jusqu'à 23 h. Elle me dit, oh non, maintenant elle doit rentrer chez eux parce que demain on l'accompagne à l'aéroport et tout ça. En tout cas, moi, il n'y a pas de souci. Quand je pars, dès que j'arrive, je vais t'appeler. Ne t'inquiète pas et tout ça. J'ai regardé, je dis, la bague ne sort pas ou quoi. Ah, ma fille, ma copine m'a fait des bisous et tout ça. Elle m'a dit, bon, va te reposer. En tout cas, merci beaucoup pour les séjours et tout. Elle ne m'a pas remis la bague. J'ai fondu en larmes. Quand je suis montée dans la voiture au Kenya, au lieu de démarrer, parce qu'elle avait sa voiture, elle devait partir, moi aussi j'avais la voiture. Maintenant, moi, ma voiture était garée devant. Elle a dit, je ne démarre pas. J'ai fondu, j'ai commencé à pleurer sur le volant. Maintenant, elle attend, il ne va pas démarrer la voiture. Elle descend, elle me regarde, c'est quoi? Elle me trouve en train de pleurer. Elle me demande, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, je croyais que tu allais me remettre ma bague. Elle a commencé à pleurer, elle a dit, je ne peux pas te remettre la bague. J'ai compris ce que tu m'as dit, j'ai fait un choix, je vais rester avec toi. Je pars aux États-Unis, je pars voir la probabilité, comment faire les choses. Tu sais que je travaille, tu sais que. Cynthia est rentrée aux États-Unis. Elle a fait 4 mois pour fermer toute une vie qu'elle avait déjà aux États-Unis.
Elle a démissionné, elle a fermé la maison, de vendre des trucs, les voitures, mettre dans l'eau, fréter jusqu'au Kenya et tout ça, comme elle avait une voiture et tout ça. C'est qu'il fallait amener au Kenya, elle l'a envoyé au Kenya et tout ça. Cynthia a fait des clics et des claques, elle est rentrée au Kenya sans qu'on l'épouse. Sans qu'on l'épouse. Ses parents n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles. Ils ont dit, les filles sont bêtes. Mais comment tu peux être bête comme ça? Tu as tout laissé, toute une vie, tout un avenir pour un garçon refoulé. Elle est rentrée. Dès qu'elle est rentrée, il n'a même pas laissé un mois. Il a dit, lui doit l'épouser. Il doit l'amener chez les parents et tout ça. Les parents n'avaient plus le choix, c'était de rentrer. Ils ont accepté. Il est venu, il a fait la dot. C'est ça les photos qu'on vous met là, c'est la dot de Cynthia. Il a terminé, il l'a amené à la mairie. Il a terminé, ils ont fait les mariages religieux. Ils se sont mariés avec Cynthia, ils se sont installés. Quand ils se sont installés là, ils avaient que l'argent qu'eux deux avaient ramené des États-Unis. Il dit, quand tu es un avec une femme qui sait que l'argent était 12 000, 2 300 sont partis dans la bague, peut-être 1 500 sont partis dans son séjour au Kenya parce que j'ai dépensé pour elle. Elle venait des États-Unis, elle devait manger dans des bons coins. Quand une femme connaît tes calculs, bon, dans tes calculs, il faut garder même 1000 que tu ne lui as pas montré. Mais quand elle connaît les calculs, elle ne va pas t'enfoncer. Il dit, je connaissais l'argent, le montant qu'elle avait ramené, elle connaissait mon montant. Les deux, on avait étudié aux États-Unis. On s'est concentré, on a formé notre société. Ils ont ouvert leur société au Kenya. Ils ont commencé à travailler. Lui, il s'est encore lancé dans la chrétienté. Parce que le monsieur qui est en train de témoigner là, il n'est pas pasteur, mais il est responsable dans une église. C'est quelqu'un qui prêche. Il est vraiment intégré dans une église. Ils se sont lancés dans leur business. Ils ont fait leur société. Ils ont commencé à travailler, embaucher des personnes. Ils ont élargi leur business. Ils sont bien assis au Kenya. Ils ont mis au monde leurs 2 enfants. Il dit, ce qui est incroyable, et qu'avec Cynthia, ils partent en vacances aux États-Unis. Il dit, tu vois, les États-Unis, on m'avait chassé là. Je pars en vacances avec les enfants. Il dit, tu ne peux pas croire. Je suis refoulé des États-Unis. Après 5 ans, tu as le droit de redemander le visa. Parce que tu es peut-être une personne qui t'est intégrée. Parce qu'aujourd'hui, quand je pars à l'ambassade des États-Unis, j'ai une société vraie qui vérifie, ça tourne, j'ai les employeurs. J'ai l'argent, j'ai le compte en banque de la société, j'ai le compte en banque en tant qu'individuel, j'ai le compte en banque de ma femme et tout ça. J'ai beaucoup de garanties qui montrent que je vis au Kenya. Je demande visa de vacances, je ne demande ni visa de travail, ni visa d'études, ni rien du tout. Je vais en vacances avec ma femme et mes enfants aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un patron beau gosse, un bon tonton au Kenya. Ça fait 12 ans qu'ils sont rentrés au Kenya. Ils ont un enfant de 10 ans et un enfant de 9 ans avec Cynthia. Il dit tout ce qu'il a construit dans sa vie, c'est avec Cynthia. Mais il dit là, ce qu'il a marqué est que il a pourchassé une femme pendant 6 ans. À qui il a raconté tous ses malheurs et ses joies. Sur qui il comptait. Une femme qui disait, elle venait d'une bonne famille. Avec qui il pensait qu'ils allaient vivre dans la maison de Will Smith, là, qu'il rêvait toute sa vie. Avec elle aux États-Unis. Mais la femme qu'il a aimée sincèrement, c'est la femme qu'il a vue une seule soirée. Avec qui il a passé comme ça, tête à tête, une seule soirée. Pas 6 ans, une seule soirée. Une seule soirée, la femme là lui a écrit pendant 1 an. Et quand on demande à Cynthia, elle dit, le fait d'abord que elle avait rencontré, lui, il était de la sécurité. Et c'est lui qui avait payé le verre. C'est vrai que le verre, c'était les jus qu'ils avaient bu. Mais la position, quand ils se sont connus, c'est elle qui avait l'argent. Parce qu'elle faisait des conférences. Mais il lui avait offert à boire. Elle dit c'était une qualité. Elle a dit il avait conduit. Il ne m'a pas demandé l'argent de carburant. Il m'a amené jusqu'au Wayo. Et en plus, j'ai fait les courses. Il a payé. Les courses là, c'était pas cher. Elle dit, ça m'avait montré que c'est quelqu'un de généreux. Une fille que tu ne connais pas. Il peut aussi me déposer comme ça, après je l'envoie balader, je ne l'appelle plus. Il a payé. Et en plus, elle dit, ce qu'il avait traumatisé, c'était le bouquet de fleurs. Elle s'est dit, un homme que tu ne connais pas, qui cherche à te faire plaisir comme ça. Maintenant, si tu le connais. Elle dit, c'est ça qu'il avait marqué. Elle dit, maintenant, si cet homme ici, il me connaît et il connaît ce que j'aime. Elle dit, ça l'avait marqué. Elle dit, le coup du bouquet de fleurs là, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle dit, mais attends, il ne me connaît même pas. Il ne me connaît même pas. Elle dit, c'est les 3 petites choses là qui l'ont marqué. Parce que eux deux comme ça, à regarder à l'œil nu, elle avait une meilleure position. Elle a dit, c'est quelqu'un qui pouvait faire attention à moi.
Il ne me prenait pas comme une cadre qu'il a vu venir faire des réunions avec des gens qui parlent et tout ça. Non, il me prenait comme une femme à qui il voulait faire plaisir ce jour-là. Elle dit, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il avait disparu un mois, j'avais eu très mal. J'ai dit, ah, quelqu'un peut te faire comme ça, waouh, et puis il te fouille. Maintenant, elle ne savait pas où il habitait. C'est lui qui savait où elle habitait. Le jour qu'elle a reçu la lettre de ce garçon-là, et il lui a dit qu'il était en prison, elle a dit, elle avait pleuré, elle n'en croyait pas ses yeux. Non, non, non. Elle a dit, c'est pour ça qu'elle avait répondu en lettre recommandée pour dire que merci de m'avoir recontacté parce que je te cherchais. Elle a dit, elle a senti comme si c'était sa responsabilité. Elle s'est dit, pourquoi? Elle s'est dit, mais juste quand je rencontre quelqu'un de bien, on me l'enlève. Elle a dit, ce garçon-là, je ne vais pas le laisser. Elle dit, en fait, avant même que lui me propose le mariage dans mon cas, je disais, hé, ce garçon ici, depuis qu'on causait, il ne me drague même pas. Il est en prison. Je lui ai écrit les versets bibliques. Lui aussi, en fait, en prison, lui, il n'avait pas le droit de beaucoup écrire. Elle dit, je lui ai écrit les versets bibliques. Il n'y a même pas un jour, il m'écrit même que tu me manques. Mais il dit, il ne pouvait pas lui écrire, tu me manques, parce qu'il ne se connaissait pas, il s'était vu un jour. Comment tu vas dire à quelqu'un que tu me manques? C'est pas possible, c'est faux. Il dit pour lui, ça lui semblait faux de dire à quelqu'un que tu me manques, quelqu'un que tu as vu un jour. En fait, ils se sont découverts au Kenya. Ils se sont découverts dans ses premières vacances qu'elle a passées là-bas, quand il lui a proposé. Et ils se sont vraiment connus, c'est dans le mariage. Et ils s'aiment beaucoup. Il vit les rêves de sa vie avec Cynthia. Il se promène avec Cynthia partout. Il dit, il fait comme son papa, il tient Cynthia sous les bras. Il marche comme aux États-Unis, mais dans la main, il fait des fiers avec sa femme. Il lui ramène des bouquets de fleurs comme on ramenait à sa maman. C'était ça son rêve, d'être un bon père. C'est pour ça qu'il a pris l'initiative d'écrire ce livre de passer d'homme à homme. Donc, les caractéristiques des hommes. Comment on définit un homme et pourquoi on le définit comme ça. Et quand tu es mal défini, comment tu dois le prendre? C'est ça son livre qu'il a écrit. Il dit, quand tu n'as pas les papiers, tu es défini comme un homme profiteur, un voleur, un malgouré, un malhonnête. Ton amour envers qui que ce soit est douteux. Et comment tu dois le concevoir comme homme? Est-ce que tu dois te rébeller? Est-ce que tu dois t'énerver? Est-ce que tu dois être aigri? Est-ce que tu dois en vouloir au monde? Et comment tu es défini comme homme quand tu réussis? Il dit, tu vois la famille de Cynthia que j'ai épousée. Ils avaient grondé Cynthia parce qu'elle avait dit oui aux fiançailles. Et aujourd'hui, je suis parmi les beaux-fils que les parents adulent, que les parents aiment, que les parents respectent parce que je suis un beau-fils qui rend leur fille heureuse. Je suis un beau-fils qui respecte leur fille et qui les respecte même eux. La façon dont il m'avait vu la première fois comme homme, c'était homme profiteur. Mais aujourd'hui, il me voit comme homme responsable, un mari, un papa de la maison. J'ai pu changer homme à homme, mais je suis toujours la même personne. Donc, dans son livre, il développe ça. Il a écrit avec beaucoup de réflexions, où il a expliqué sa vie et les temps forts et les temps moindres de sa vie. Les calvaires, les difficultés qu'il a passées, qu'il a traversées. Il dit, quand tu as fait des études, tu attends un certain respect en retour de la société. Parce que tu l'imposes et tu le mérites. Il dit, imaginez, avec mon bagage intellectuel que j'avais, je suis passé en prison à Amsterdam, hein, menotté. Je suis passé à l'aéroport des États-Unis, menotté. Donc moi et le voleur, j'étais toujours le même homme, mais homme humilié. Homme comparé à rien, à zéro. Donc ils ont vendu mon image comme ça à combien de personnes? J'étais le même homme qu'on était en train de briser. C'était toujours moi. Donc c'est un livre qui a beaucoup de philosophie, qu'il a vendu mais qui est écrit en anglais malheureusement, pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Et c'est son histoire, c'est son parcours et c'est son témoignage qu'il raconte pour donner la force à une personne. De ne pas se dévaloriser parce qu'aujourd'hui, tu es dans une position où les gens ne comprennent pas que malgré cette position, tu es un homme fort et quelqu'un de bien. Il dit c'est très fréquent. Il s'adresse aux hommes qui sont en Europe, même aux femmes. Quand tu n'as pas les papiers, tout ce que tu fais est douteux. L'homme pense que tu es là pour l'argent, que tu es là que pour les papiers. Elle me suit pour tomber enceinte, faire l'enfant, pour avoir les papiers. Mais non, peut-être que tu les suis parce que tu l'aimes. Tu es incomprise. Il dit parfois la vie te met à terre. Te met dans une situation où, avec toute la bonne volonté, tu ne peux pas te défendre. Tu peux beau t'expliquer, mais on va te croire à 3%. À cause de la position que tu as. Mais il faut avoir une force pour l'accepter, passer à autre chose et ne pas en vouloir à ces gens-là.
ne pas en vouloir à la société parce que c'est un système, c'est instauré. C'est comme ça. C'est l'histoire de notre frère Don qui a partagé, que j'espère a touché une personne quelque part dans le monde, a réconforté une personne, a redonné à quelqu'un l'espoir de se reconstruire, de se donner une autre chance, de ne pas toujours coincé sur une situation en se disant si je ne fais pas ça, je ne serai rien. Non. Prends le temps de réfléchir avant de changer des décisions et des situations de ta vie. Et d'être sûr que dans ce que tu veux te lancer, tu es capable de réussir dedans, de te maintenir dedans. Parce que tout ce que tu commences n'est pas facile. Il dit, on venait tous les deux des États-Unis. Imaginez comment on nous a escroqués au Kenya. On nous a vendu les choses chères. On nous a cassé le dos. Donc, les gens essaient toujours de te tirer en arrière. Mais on était deux. On était forts, on était déterminés. Aujourd'hui, dans notre société, nous sommes deux CEO, deux directeurs généraux, Cynthia et moi. Donc, si moi je décide, ce que j'ai décidé, Cynthia aussi peut décider le contraire. Et on va appliquer ça dans la société parce que c'est notre société à nous deux. On s'est investi, on a grandi comme ça. Notre monsieur qui nous a appelé, c'est beaucoup d'argent. Mais comme il est humble, il est chrétien, il n'a pas voulu trop parler de son aspect financier. Parce que ce n'est pas ça qu'il veut révéler. Il veut relever qu'il a réussi au Kenya. Aujourd'hui, il est un patron. Il veut relever que la même ambassade du même pays qu'il a menotté, hein, pour le renvoyer au Kenya, lui donne le visa. Et il dit, pour se faire plaisir, le premier voyage qu'il est parti aux États-Unis, il est monté en first class avec Cynthia. Ils sont montés en première classe pour montrer que le même pays où je suis parti humilié, aujourd'hui on vient trembler pour moi comme ça. On est en train de me servir par les Américains, les Hollandais sont en train de me servir, à trembler pour moi quelqu'un qu'ils avaient menotté. Il a dit parce que je suis passé de homme à homme. C'était son message. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos commentaires au bas de la vidéo. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okufuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois po bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois kokisa 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango. Vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a copé sabino ba détail nyonso na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé à ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités.
dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka, chez Mama Kabibi, moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tobanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na maman Kabibi na la team. En tout cas, et belé à Koloba pour la maman Zali. Na pesi maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na l'hôpital awa lisunge zate. Namonaki ndeni na obima maternité te namonaki bato ya ONG ya Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke kosolola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzamba mona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois yango tosali action tobimisi ye yango tolingi to remercie na nyonso osali mpona mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo napesi mpe mama na bi. Bonjour Maman Kabibi, tosepeli makasi mama opa sepeli, merci beaucoup. Nakunde nazabe ba minasa yange pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi, merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi, nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.